Bonjour à toutes et à tous. Le 14 juillet 1789 marque le début de la Révolution française, une période qui a profondément modifié les structures politiques et juridiques de notre pays, mais également l'organisation de la société elle-même, puisque, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, la société française était marquée par la stricte opposition entre trois ordres, l'ordre qui prie, l'ordre qui combat et l'ordre qui travaille, respectivement le clergé, la noblesse et le tiers-état. Malheureusement, la photographie n'existait pas au moment de la Révolution, et les seuls témoignages qui peuvent nous permettre de distinguer la fiction de la réalité sont ceux des artistes, qui déjà constituaient à l'époque un groupe à part au sein de la société. Ainsi, nous allons donc vous proposer aujourd'hui de découvrir certains des artistes les plus emblématiques de la Révolution française, qui, à travers leurs œuvres ou à travers leur destin extraordinaire, nous permettent de mieux comprendre cette période si cruciale pour l'histoire de la France. Certains artistes, à travers les relations privilégiées qu'ils entretenaient avec la noblesse, nous permettent de mieux comprendre l'impopularité grandissante de celle-ci auprès du peuple durant la période pré-révolutionnaire. C'est notamment le cas d'Élisabeth Vigée-Lebrun, femme peintre protégée de Marie-Antoinette et portraitiste officielle de celle-ci, qui, à ce titre, agissait comme une sorte de conseillère en image de la reine. Ainsi, dans certaines de ses œuvres, elle pouvait par exemple modifier certains traits du visage de Marie-Antoinette afin de mieux leur faire correspondre à ceux des Habsbourg, une dynastie royale régnant alors sur une partie de l'Europe et dont Marie-Antoinette était issue, afin d'améliorer les relations diplomatiques avec celle-ci. Néanmoins, d'autres des œuvres de Vigée-Lebrun représentant la reine ont fait l'objet de véritables scandales. C'est par exemple le cas du célèbre portrait de la reine Marie-Antoinette en robe de Gaulle, où celle-ci suscita le mécontentement en raison de la robe très légère qu'elle arborait, jugée comme impropre à sa condition de reine. Vigée-Lebrun décida donc de remplacer ce portrait par celui de Marie-Antoinette à la rose, où la reine arbore une tenue beaucoup plus convenable en relation avec son statut. Quelques années plus tard, un autre portrait de la reine en compagnie de ses enfants, exécuté en 1787, suscita le scandale, mais pour d'autres raisons. En effet, à cette époque, Marie-Antoinette était déjà devenue une figure extrêmement impopulaire, haïe du peuple, notamment en raison des nombreuses dépenses extravagantes qu'elle infligeait à la couronne pour ses tenues vestimentaires, jugées comme contribuant au déficit du pays. C'est ainsi que lorsque ce tableau fut exposé, il fut l'objet de nombreuses moqueries, railleries et critiques, et l'on y accrocha même un mot où était écrit « Madame Déficit » en compagnie de ses enfants. Lorsque les premiers coups de canon retentirent à Paris à l'été 1789, Vigée-Lebrun se trouvait en train de réaliser le portrait d'une autre figure extrêmement impopulaire, Madame du Barry, l'ancienne favorite du roi Louis XV. Se sachant recherché par les révolutionnaires en raison de ses affinités avec les royalistes, Vigée-Lebrun décida de prendre la fuite pour Lyon en compagnie de sa fille, n'emportant avec elle qu'un peu de monnaie et laissant derrière elle l'ensemble de ses œuvres et sa fortune. Ensuite, elle prit la fuite pour Rome, en Italie. Durant son exil, son mari, profitant du fait que sa femme était inscrite au registre des bannis, demanda le divorce, ce qu'il obtenu, mais il en profita également pour dresser l'inventaire de toutes les œuvres de sa femme, ce qui lui permit par la suite de devenir le premier commissaire expert du futur musée du Louvre. À son retour en France, en 1809, Vigée-Lebrun ne retrouva malheureusement jamais le statut d'artiste incontournable dont elle bénéficiait avant la Révolution. C'est ainsi qu'elle écrivit dans ses mémoires, en parlant de l'Ancien Régime, « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». Quant au portrait de Madame du Barry, celui-ci ne fut achevé qu'en 1814, soit 21 ans après que sa modèle ait été exécutée, guillotinée, sur la place publique. Autre artiste introduit à la cour du roi peu de temps avant la prise de la Bastille, Pierre-Jean Garat est un chanteur lyrique qui devint l'un des plus fervents admirateurs de la reine, alors même que celui-ci était protégé d'elle par le biais du mécénat. Son admiration folle pour la reine, mais également son extravagance poussée à l'extrême, lui valurent durant les événements troublés de la Révolution de nombreuses péripéties, mais également de devenir la coqueluche des jeunes gens aisés, nostalgiques de l'Ancien Régime, appelés les muscadins. Bien qu'il terminât ses jours au XIXe siècle oublié de tous ceux qui, d'après lui, l'auraient autrefois suivi jusqu'au bois de Boulogne, avec tous les sous-entendus que ça implique, Garat fut durant toute sa vie admiré pour son talent artistique. Ce sont les événements sanglants qui suivirent la prise de la Bastille, ainsi que sa fidélité remarquable à la reine, son mécène, qui permirent à sa carrière d'exploser. Véritable personnage, Garat fit preuve d'une audace artistique qui, bien que dangereuse, lui permit de devenir une véritable star auprès de la jeunesse dorée de son époque. Après que la famille royale se soit fait expulser du château de Versailles, non sans violence de la part des révolutionnaires, Garat, compatissant au malheur de sa souveraine, lui composa une romance intitulée «
vous qui portez un cœur sensible, ce qui lui permit de devenir l'idole des muscadins, les jeunes gens raffinés de son époque. Admiré dans les milieux royalistes, Garat prit ensuite la fuite pour Rouen, en compagnie d'un ami violoniste, où ils donnèrent une série de concerts où l'on raconte que les foules se pressaient pour venir les admirer. Néanmoins, sa volonté d'apparaître comme le chef de file des jeunes réactionnaires à la mode lui valut de sérieux ennuis, car il eut l'imprudence, voire peut-être même la folie, de chanter la romance à la reine lors d'un des concerts qu'il donnait à Rouen, où il fut arrêté et inquiété comme royaliste. Fidèle contre vents et marées à sa souveraine, Garat mit à profit ce séjour en prison, où il composa une autre romance intitulée « Vous qui portez un cœur sensible ». Néanmoins, Garat parvint jusqu'à s'ouvrir jusqu'au Directoire, où il conserva sa réputation de vedette de la chanson et s'attira même les faveurs d'un premier consul du nom de Napoléon Bonaparte. Néanmoins, l'extravagant Garat termina ses jours, oublié de tous. Né à Constantinople d'une mère grecque et d'un père français, André Chénier est avant tout un poète humaniste qui rêve de devenir l'Homère des temps modernes et de propager les modèles d'écriture de l'Antiquité. Il fut également un grand romantique, qui se prit de passion pour plusieurs femmes, comme la peintre Maria Cosway ou encore la mondaine Michel de Bonneuil, mais ce fut malheureusement sa galanterie envers les femmes qui fut responsable de sa chute tragique. Partisan de la Révolution mais d'une monarchie constitutionnelle, il participa au projet organisé par Malherbe visant à sauver Louis XVI de la guillotine, jugeant lui-même cette condamnation injuste. Après l'échec de cette tentative et la mort du roi, il eut le malheur de se cacher aux côtés de mademoiselle d'Esta, une des principales instigatrices de son complot, et fut donc rapidement retrouvée. Par courtoisie et sachant que son ami n'échapperait pas à la guillotine, Chénier décida donc de créer la confusion au moment de leur arrestation et se fit arrêter à sa place et emprisonner à Saint-Lazare. Un procès en bonne et due forme aurait pu lui permettre de sauver sa vie, mais le poète fut malheureusement victime d'une des fausses conspirations inventées par les révolutionnaires afin de dépeupler les prisons en ne laissant aux prisonniers aucune chance de se défendre. C'est d'ailleurs durant cette séance que fut interrogée l'ancienne abbesse de Montmartre, devenue sourde, qui, ne pouvant pas se défendre puisqu'elle était sourde, fut par la suite accusée au motif d'avoir conspiré sourdement. Comble de l'ironie et surtout de la malchance pour Chénier, son exécution eut lieu le 7 Thermidor, soit 2 jours avant l'arrestation de Robespierre qui mit fin à la terreur. Cette condamnation permit pourtant à Chénier d'immortaliser son génie, et la veille de son exécution, il composa son poème le plus célèbre, La jeune captive, dédié à Aimée de Coigny, une jeune femme incarcérée qui pourtant ne mourut pas, où il retranscrit le cri émouvant d'un cœur qui se sent prêt encore à tout vivre et qui se sait condamné. Enfin, au moment de passer à l'échafaud, Chénier resta digne jusqu'au bout de son statut de poète, échangeant des vers avec son compagnon de charrette, ou encore lisant un livre de Sophocle qu'il remit à son bourreau. L'histoire raconte qu'au moment fatidique, il se serait écrié « Je n'ai rien fait pour la postérité », avant d'ajouter en désignant sa tête « Pourtant, il y avait quelque chose là ». Certes, il ne sera pas devenu l'Homère des temps modernes, mais contrairement à ce qu'il croyait au moment de sa mort, son personnage de poète martyr contribua pour beaucoup à l'émergence du mouvement romantique quelques années plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux artistes royalistes de la Révolution et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo consacrée aux artistes patriotiques de la Révolution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à la partager. À très bientôt!